quand on parle du biofuel, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est soit du fuel qui vient d'une source riche en lipides, dans ce cas les huiles, pour faire dans ce cas le diesel, hein, les huiles produisent le diesel, soit qui viennent de sources riches en glucides. Hein. Dans ce cas, nous avons, c'est beaucoup plus l'éthanol. Ok. Et là, on va parler des sources comme le maïs, le manioc, voilà, tout ce qui est riche en glucides. C'est ça qui fait le biodiesel. Ah donc, l'Union européenne donc passe cette directive qui dit qu'on doit remplacer 10% du pétrole utilisé dans les transports par du biofuel. Et 2 ans avant, les États-Unis aussi passent une loi similaire. Voilà pourquoi la production de l'éthanol aux États-Unis aussi a eu un boom. On utilise moins l'huile de palme dans la production du biodiesel aux États-Unis parce que le maïs, hein, ils en produisent en grande quantité. Cependant, en Europe, hein, 50% des importations de l'huile de palme en Europe, 50% finissent dans le biodiesel. Ok? À côté de ça, hein, les estimations, on estime que entre 6 et 7 produits manufacturés sur 10 contient une dérivée du palmier à huile, de l'huile de palme. En Europe, hein, entre 6 et 7 sur 10. Vous allez dans votre cuisine et regardez, prenez un produit manufacturé alimentaire, hein, regardez dedans, vous trouverez que il y a une dérivée du palmier à huile. Aux États-Unis, plus de 50% des produits manufacturés contiennent une dérivée du palmier à huile. Ça commence à avoir un impact énorme dans la production, dans la demande de l'huile de palme à travers le monde. À côté de ça aussi, à cause de ça, donc, de sa versatilité, cette huile-là, et même dans le cosmétique, hein, les produits de soins, et là c'était l'hécatombe. Avant, les savons étaient produits à partir des huiles, des gras animaux. Donc tout ça, et aussi le savon, on ne peut pas le faire avec les huiles. On peut le faire avec les huiles liquides, mais les meilleures performances, c'est avec une huile qui est saturée. Okay? Donc, dans les soins cosmétiques, l'huile de palme a remplacé d'abord les huiles qui étaient très chères, hein, comme l'huile de karité, le beurre de karité, le beurre de cacao. Tout ça a commencé à être remplacé par le palmier à huile. Là, alors, si vous voyez globalement, quand on vous dit qu'on enlève dans les formulations ces huiles-là pour remplacer par l'huile de palme, ça devient considérable. Vous allez peut-être prendre votre barre de chocolat. Dans le barre de chocolat, en principe, on devrait avoir le beurre de chocolat, le beurre de cacao. Mais le beurre de cacao, il est cher. C'est la matière la plus chère dans le cacao. Les barres de chocolat qui courent les rues dans les supermarchés, on ne va pas vous mettre du beurre de cacao dedans. C'est pour c'est pour des gens d'une autre classe, pour d'autres gueules. Donc dans ces huiles-là, par exemple, on a remplacé une partie, ou bien en totalité, le beurre de cacao par l'huile de palme, ou bien une dérivée d'huile de palme. Beaucoup plus le palm meat fractions. Vous voyez comment l'huile de palme se retrouve dans tous les foyers en Europe et à travers le monde. Voici donc ce qui donne un coup de pouce
à la montée fulgurante de la demande industrielle du palmier à huile dans le monde. Alors, et qu'est-ce qu'on s'est aussi rendu compte? On s'est rendu compte que l'huile de palme, là on tombe déjà dans la partie dans sa partie environnementale de l'huile de palme. On trouve que l'huile de palme est une plante très environnementale, contrairement à ce que les gens pensent. Lorsque vous avez un hectare de palmier à huile, ça vous donne autour de 4 à 5 tonnes d'huile. Hein. C'est-à-dire que l'huile de palme plus l'huile de palmiste. Ok? La deuxième huile qui vient après, c'est l'huile de colza. Hein? Un hectare d'huile de colza vous fait autour de 800 kg par hectare. Ok? Après, vous avez un hectare d'huile de tournesol vous donne autour de 600 kg par hectare. Ok? Et vous avez l'huile de soja qui vous donne autour de, disons, 400 kg par hectare. Alors vous voyez que s'il fallait remplacer le palmier à huile par le soja, c'est une hécatombe environnementale. Une hécatombe. Allez lire sur les effets de la culture du soja au Brésil. Matos Grossos, allez-y, tapez Matos Grossos, vous allez comprendre l'impact. Impossible. C'est l'huile qui a, le palmier à huile est l'huile qui a sauvé environnementalement le monde. Aucune huile, en termes de son agronomie, en termes de son rendement, ne voit même pas l'ombre de là où passe le palmier à huile. Et c'est la demande des humains qui a poussé que dans des pays comme la Malaisie et l'Indonésie, qu'on pousse la production de cette huile-là à des degrés inimaginables. Pourquoi aujourd'hui on parle de déforestation? Là, c'est nous les hommes. C'est pas le palmier à huile. C'est les hommes. Dans les courses folles pour se faire beaucoup d'argent. Au détriment de la biodiversité, des émissions à effet de l'émission de carbone et tout ça. En parlant d'émissions de carbone, que les gens comprennent c'est quoi le phénomène. Alors, les arbres absorbent du carbone hein, dans la journée, la photosynthèse. Donc, les arbres absorbent donc, du carbone donc, en présence de la lumière du soleil et de l'eau. Ils produisent l'énergie dont ces plantes-là ont besoin et ils libèrent de l'oxygène. Ça, c'est la photosynthèse, tout le monde connaît ça. Donc, on estime que chaque arbre contient pratiquement 25% de la structure d'un arbre contient effet du carbone. Vous voyez un tronc d'arbre, 25% de son poids, c'est du carbone. Alors, lorsque vous coupez cet arbre et que vous la brûlez, tout ce carbone-là est libéré dans l'espace. Et c'est ça aussi qui entraîne ce qu'on parle des émissions de carbone, échauffement du globe. Okay? Et dans une forêt dense, et c'est là où effectivement on incline le palmier à huile, c'est que comme c'est une culture qui se fait dans des zones où il faut beaucoup de pluviométrie, il faut beaucoup d'eau, il faut un bon sol, hein, et une température, il faut beaucoup de soleil.
Donc, c'est généralement dans les zones à haute densité forestière. Donc, du coup, vous allez dans une forêt, 1 hectare dans une forêt peut contenir même 1000 arbres dans une forêt dense. Alors, pour pouvoir mettre une culture du palmier à huile, on va aller couper tous ces arbres-là. On va les brûler. Donc, ces arbres-là vont donc libérer beaucoup de carbone. Et à la place, on va venir mettre dans une plantation industrielle autour de 147 ou bien 150 palmiers. Donc, du coup, il y a un déficit en termes d'arbres parce que 147 ou bien 150 palmiers à huile ne peuvent pas absorber autant de carbone que 1000 arbres. Donc, voici donc où le palmier à huile est incriminé. Parce que elle se fait dans les zones, idéalement, dans les zones forestières, où il faut abattre les arbres. Donc, tout le stock, on parle de stock de carbone, est potentiellement libéré dans l'atmosphère, avec les conséquences dont nous connaissons. Mais ça, c'est purement et simplement l'effet des hommes. Ce n'est pas le palmier à lui-même. D'où on parle de création de richesses à travers la culture du palmier à huile qui soit durable. Et quand on parle du palmier à huile durable, il y a 3 facteurs très importants à savoir. On les appelle les 3 P. Ok? Donc, les 3 P, c'est quoi? C'est planète, people, bon, et profit. Et il va falloir faire une culture du palmier à huile qui réponde de manière satisfaisante à ces 3 critères, qui tient en compte la planète, la survie de la planète, qui tient en compte le peuple, donc sur le social, et qui doit aussi être profitable pour toutes les parties engagées dans les zones qui sont incriminées aujourd'hui. Je pense que la balance va beaucoup plus du côté du profit au détriment du peuple et de la planète. Voilà pourquoi. Et nous, ce que nous disons, c'est que au Cameroun, en RCA, on peut commencer donc un programme ou bien la mise en place, la base d'une culture de palmier à huile qui réponde à ces 3 critères pour qu'on puisse gagner maintenant et dans la durée. Que les enfants de nos enfants venons trouver une culture qui est respectueuse de l'environnement, qui est respectueuse des hommes et qui aussi qui génère du profit. Ok? Alors, comment est-ce que le Cameroun a joué un rôle pondéral dans l'essor du palmier à huile en Malaisie? Comme je vous disais tout à l'heure, le palmier à huile originalement vient donc de la zone du golfe de Guinée. Le palmier à huile a été exporté en Malaisie donc en fin du 19e siècle. Et alors là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, on faisait la pollinisation. Pour faire la pollinisation sur le palmier, il fallait que quelqu'un monte sur l'arbre. Il le faisait de manière manuelle. C'est-à-dire qu'on prenait le pollen du palmier à huile mâle pour venir le mettre sur la fleur femelle. Alors, vous savez que c'est onéreux, ça prend du temps et ce n'est pas efficient. Vous avez 1000, 2000, 3000, 4000 hectares. Avoir des gens pour monter chaque fois sur les arbres pour faire ça, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un Écossais, de l'union de Leslie Davidson,
il avait 20 ans, donc cet Écossais-là est envoyé en Malaisie dans les années, au début des années 50, en 51 précisément. Il va travailler dans une plantation de Unilever. Là-bas, il fait 5 ans là-bas. Après, on l'envoie au Cameroun. Il arrive au Cameroun autour des années 55. Et pendant qu'il était au Cameroun, il observe que la pollinisation du palmier à huile se faisait par des insectes pollinisateurs. Okay? Qu'on appelle Eladocus camerunicos. Alors il observe ça, il dit mais c'est pas possible. Et non seulement que c'était fait par ces insectes-là, et c'était beaucoup plus, la pollinisation était beaucoup plus meilleure que ce qui se faisait en Malaisie par des hommes. Donc 5 ans plus tard, on le rappelle dans la Malaisie, il arrive là-bas, il dit aux gens mais c'est pas possible. J'étais au Cameroun, là-bas, la pollinisation c'est fait par les insectes. Et je pense que ce qu'il faudra faire, on lui a dit monsieur, tu fermes ta gueule, tu t'occupes pas de ça, occupe-toi de ton business. Alors, ben, la gueule, il l'a fermée, il laissait tranquille. Chance pour lui, en 1974, donc, il devient vice-président de Unilever, de plantation de Unilever. Et là-bas, donc, fort de cette position, il convainc le gouvernement malaisien qu'il y avait une potentialité de faire des essais. Et on envoie donc au Cameroun, je pense, 4 entomologistes, donc des gens qui sont experts dans les insectes, qui viennent donc au Cameroun, qui étudient cet insecte pollinisateur. On prend les insectes, on fait des essais, on envoie dans d'autres laboratoires, et les essais sont concluants. Le gouvernement malaisien donc accepte qu'on importe ces insectes pollinisateurs en Malaisie pour les libérer dans les plantations en Malaisie et dans toute la Malaisie. Donc 1981, 2000 insectes pollinisateurs sont libérés dans la nature, dans les plantations en Malaisie. Un an plus tard, donc en 81, on libère 2000 insectes pollinisateurs dans les plantations. Un an plus tard, dans le pays, on dénombre une augmentation, je parle de l'augmentation de la production par rapport à l'année dernière, de presque 1 million de tonnes. Un million de tonnes. Nous sommes en 2020, la production du palmier, de l'huile de palme au Cameroun tourne encore à moins de 300 000 tonnes. Et voilà donc la machine qui se met en marche. Vous avez les financements qui viennent, la Banque mondiale, la FMI, les banques hollandaises. Une seule banque, la Deutsche Bank à elle seule, a pompé dans la production de l'huile de palme en Malaisie en moins de 5 ans, près de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. Donc, vous avez l'argent, le financement qui arrive, vous avez les conditions agro, vous avez l'effet des pollinisateurs, allez, bam, bam, c'est parti. La production d'huile de palme en moins de 5 ans, entre 1995 et 2015, entre 1995 et 2015, donc pratiquement 20 ans, la production mondiale a triplé. Triplé. Et 95% de cette production-là venait essentiellement de la Malaisie et de l'Indonésie. Aujourd'hui, le monde, globalement, on produit autour de 75 millions de tonnes. Okay? Près de 80%
cette production-là vient de deux pays. Premièrement, l'Indonésie qui produit autour de 40 millions de tonnes. La Malaisie et puis la Thaïlande. Le Nigeria qui, au début des années 40, 50, était le plus grand producteur de palmier à huile, est tombé, quoi, c'est pas, 4e, 5e aujourd'hui. Et même aujourd'hui, le Nigeria peine à produire 1 million de tonnes. 1 million. Pendant que l'Indonésie produit près de 40 millions de tonnes de palmier à huile. Alors, si vous prenez globalement que le prix de la tonne du palmier, de l'huile de palme, c'est autour de 800 $ la tonne, multipliez, vous comprendrez l'économie derrière le palmier à huile. Énorme, une puissance impossible. Rien que les revenus de l'huile de palme, la production de l'huile de palme en Malaisie, la Malaisie qui est juste la deuxième puissance, c'est presque le double du produit intérieur brut du Cameroun. Et je répète, les revenus, rien que de l'industrie du palmier à huile en Malaisie, sont presque le double du produit national brut, c'est-à-dire de toutes les richesses du Cameroun. On ne va pas toucher l'Indonésie parce que ça c'est une autre classe. Vous voyez? C'est énorme en termes de cash. L'économie, l'argent qui est derrière le palmier à huile. Vous comprendrez pourquoi il y a tout ce tapage médiatique contre le palmier à huile. C'est un problème de cash. Il y a de l'argent. Ça dope le développement ailleurs. Ok? Donc, je disais, et essentiellement aujourd'hui, toute cette huile-là, et malgré donc tout ce tapage, les pays d'Asie, à eux seuls, consomment près de 60% de la production du monde. Donc, tout ce tapage qu'on fait n'a aucun impact, ou bien un impact très peu, dans la production du palmier à huile, l'huile de palme. Très peu parce que les producteurs et les consommateurs sont hors des zones où on fait le tapage médiatique anti-palmier à huile. La Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, c'est des pays à une population très forte. D'ailleurs, on estime que nous sommes en 2020, on produit autour de 115 millions de tonnes par an. On estime que en 2050, cette production va passer autour de 240 millions de tonnes. Donc nous sommes à moins de 30 ans. En moins de 30 ans, la production du palmier à huile de palme doit s'élever, doit passer de autour de 75 millions de tonnes à presque 240 millions de tonnes. Et si vous comprenez que dans les grands pays producteurs aujourd'hui, donc qui est l'Indonésie et la Malaisie, les capacités de production sont déjà atteintes. Ok? Les pays latinos ont commencé aussi à s'y prendre, mais le déficit majeur de cette production-là viendrait essentiellement de l'Afrique. Et pas n'importe où en Afrique, parce que le palmier à huile ne pousse pas partout en Afrique. Les pays qui sont sur l'équateur sont les pays visés. Et l'un des pays visés, les deux pays les plus visés déjà, je dirais, c'est le Cameroun et la RC. Les grandes puissances agro-industrielles frappent aux portes du Cameroun et aux portes de la RCA pour prendre des surfaces incroyables. On ne parle pas de 10 000 hectares, on parle de 100 000 hectares. Vous vous souvenez de l'affaire
en 2009, où un ministre du Cameroun, le ministre de l'économie et du plan, a signé avec une compagnie américaine une concession d'exploitation de 73 000 hectares. 73 000 hectares. Comme ça. Sans l'approbation même du président ou bien du conseil des ministres. Comme ça. Signé. Et où, dans une zone forestière vierge, 73 000 hectares. Comme ça, parti. Vous voyez, à cause de la pression qui ne vient pas derrière. Heureusement, pour le Cameroun, hein, que le président, le numéro 1 du Cameroun, à cause de la pression, parce que ces gens-là ont eu la concession, ils sont allés dans la zone indiquée et ils ont voulu lancer la production. Et il y a eu la pression des villageois qui ont dit, mais ah non, ça ne se passe pas comme ça, vous n'arrivez pas chez nous et vous commencez à... Donc la pression est montée, il y a eu des lobbying, hein, du WWF, de la Greenpeace, tout ça, ils ont mis la pression. Il a fallu que le président, le numéro 1 du Cameroun, intervienne. Et c'est comme ça que en 2013, hein, on a revu cette concession-là de 73 000 à 20 000 hectares. C'est toujours beaucoup, 20 000 hectares. Et cette société-là a ce papier, a cette concession avec elle aujourd'hui. 20 000 hectares du Cameroun qui les appartient. Je ne sais pas si, comme c'était un arrêté présidentiel, après 3 ans en principe, si elle n'est pas mise en action, elle devient invalide. Je ne sais pas si c'est le cas. Si elle reste encore valide ou pas. Bref, aujourd'hui donc, à nos portes, hein, les agro-industriels frappent pour pouvoir prendre une partie, parce que nous avons les conditions agroécologiques pour pouvoir produire à grande échelle le palmier à huile. Et ces gens-là viennent frapper à une porte. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein, parce que tant qu'ils n'ont pas encore mis leur concession en exécution, personne ne connaît. Personne ne connaît combien des notaires au Cameroun en SCA il nous reste. Ok? Voilà pourquoi il est important que nous, on s'y adonne à la chose, à la culture du palmier à huile. C'est très important déjà pour nous. Et c'est aussi important pour le monde parce qu'on veut le faire en tenant compte des 3 P. Donc planète, people's, profit. Les grands agro-industriels qui arrivent eux, ils sont intéressés par le profit. En grande majorité. Alors on va faire encore un petit tour sur l'historique du palmier à huile au Cameroun. Donc comme je disais tout à l'heure, le palmier à huile, c'est natif de la zone, donc on utilisait déjà. Les premières usines, les premières plantations commerciales au Cameroun commencent au début du XXe siècle, avec les plantations allemandes. Hein. Comprends que les Allemands ce n'étaient pas les colonisateurs, mais il y avait un accord de protectorat entre le Cameroun et l'Allemagne. Donc les Allemands arrivent, ils veulent le pays beaucoup plus la zone de Douala, le littoral, et on trouve que le palmier à huile était une source de revenus considérable et que la métropole en avait besoin. Donc on a commencé à faire les plantations commerciales. Sauf que les Allemands perdent la guerre de 1919. Okay. Donc le Cameroun est divisé en deux, une partie orientale qui appartient aux Français, une partie occidentale qui appartient aux Anglais. Okay. Les Anglais, de leur côté, vendent les plantations aux enchères, beaucoup plus à une compagnie comme Unilever, qui a même une concession de, je pense, de 10 000 hectares. Et du côté français, les plantations sont prises par les compagnies agricoles, agro-industrielles françaises.
Ok? Donc, en 1926, ok, on crée au Cameroun la PAMOL. Donc, la naissance du PAMOL donc, arrive en 26. Et ça, c'est dans la zone du sud-ouest, dans la zone anglophone du Cameroun. Ok? Et en 68, je pense, on crée la Socapam. Entre-temps, il y a eu la CDC, qui est la Cameroon Development Corporation, qui prend aussi des plantations dans la zone anglophone. Donc la Socapalm, qui est créée en 68, et le Cameroun s'essaie à industrialiser la production du palmier à huile au niveau villageois, donc les plantations villageoises de palmier à huile, avec l'appui de la FONADER. Donc la FONADER, c'est le Fonds national de développement rural qui a été créé en 1973. Donc ce FONADER donc, octroie des crédits aux paysans pour faire, pour développer la culture du palmier à huile. Il y a un véritable boom. Les gens s'y essayent, dans les villages, c'est la gaieté, on sent l'huile de palme, ça coule à flot. Malheureusement, en 90, la FONADER, à cause de peut-être de transactions financières, elle tombe en faillite. Donc, tout le mécanisme qui avait été mis en place tombe aussi en faillite. Les paysans sont laissés à eux-mêmes. Et donc, du coup, il y a une chute, un rétropédalage du développement qui avait été mis. Et après ça aussi, vous avez la crise économique des années 90 qui arrive, la situation qui arrive, tout ça, ça crée un véritable bordel. Et ce qui conduit aussi, en 2000, à la privatisation de la Socapam, la Société camerounaise de palme, qui est privatisée. Donc le Cameroun vend une partie des actions à la société Sofin, qui est une société belge-française, et dont une partie des actions aussi appartient à la compagnie Bolloré. Donc voilà un peu comment, de manière, la structure. Donc au Cameroun, nous avons les agro-industriels qui sont représentés par PAMOL, la CDC, dont la compagnie Sofkin qui contrôle dans la Socapal, il y a aussi la Socapal, il y a comment on appelle, la société Palmeraie des fermes suisses et la Safacam, voilà. Donc ça c'est les grosses agro-industries dans le palmier à huile au Cameroun. Après vous avez donc les palmeraies villageoises qui sont supervisées par ces agro-industries, et vous avez en bas des palmeraies villageois qui sont indépendants. C'est les gens qui s'essayent à produire le palmier à huile. Du côté de la RCA, nous avons aussi essayé beaucoup à produire le palmier à l'huile de palme. Et ça a commencé en RCA, en 1953, du côté de Bangassou, Kembe, dans le Kembe précisément. Ok? Où là-bas on a fait une plantation de 1400 hectares. Donc Bangassou, c'est un peu dans la basse coteau. Ok? Mais bon, ce fut un échec. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et en 1975, dont la SCA a créé Centrapam, je pense, ouais, avec une zone d'exploitation de 2500 hectares. Ok? Mais là-bas aussi, les rendements sont très faibles, les résultats sont attendus ne sont pas escomptés, et au fil des années, la compagnie a été obligée de fermer, et on a vu la création
de deux unités au Cameroun, donc qui est Palmex, en RCA, donc Palmes et Palme d'Or. Palme d'Or aujourd'hui, c'est celle-là qui est beaucoup plus active dans le palmier à huile en RCA. Je pense qu'elle détient une concession de 25 000 hectares. Elle a en actif un champ qui fait autour de 2500, entre 2500 et entre 2500 et 5000 hectares déjà exploités. Donc voici les points directeurs du palmier à huile aujourd'hui au Cameroun. Et on va signaler quand même, au Cameroun en RCA, on va signaler quand même que les palmeraies villageois occupent pratiquement 70% des terres qui sont couvertes par le palmier à huile, 70%. Mais vu que ces palmeraires ont des rendements très bas, elles ne contribuent qu'à autour de 30-40% de la production globale de l'huile de palme. La vaste majorité de l'huile de palme au Cameroun provient donc des sociétés agro-industrielles. Sans oublier que, en grosso modo, la production de l'huile de palme au Cameroun est en deçà de 300 000 tonnes. Une quantité équivalente aux 3 000 là est importée. Donc le Cameroun aujourd'hui importe quasiment la moitié de la production de ces demandes. Et ça vient de l'Asie, ça vient peut-être du Gabon, parce qu'au Gabon, il y a quand même une activité qui est Olam, qui fait du bon travail là-bas, et puis ils en produisent quand même assez. Mais en grosso modo, tous les pays producteurs de palmier à huile en Afrique sont plus ou moins importateurs. Parce qu'aucun ne produit assez pour satisfaire la demande nationale. On estime que 7%, près de 8% de la production mondiale de l'huile de palme finit en Afrique. C'est énorme. 7%, mais 8% de 115 millions de tonnes, vous comprenez ce que c'est. Si à l'échelle internationale, la tonne vaut 800 $, c'est énormément beaucoup d'argent que nous perdons. Que nous, on pouvait s'accaparer au Cameroun et en RCA pour créer de la richesse. Et c'est ce qui nous intéresse, le plus. Nous, la jeunesse camerounaise, la jeunesse centrafricaine. C'est ce déficit-là. Et même aller au-delà. J'ai dit tout à l'heure que la demande mondiale d'ici 30 ans va tripler, on va passer de 75 millions à 240 millions. Et l'espace qui nous reste aujourd'hui pour le faire, c'est en Afrique. Vous voyez le potentiel énorme. La production de palmier à huile, donc chez nous principalement, au Cameroun en RCA, est minée par, on va dire, trois facteurs. Les rendements très faibles, alors qu'en Malaisie, dans les champs, dans les palmeraies villageois, les rendements tournent autour de 3,5-4 tonnes à l'hectare. Au Cameroun, nous sommes encore à 800 kilos à l'hectare, très très bas. Dans les plantations industrielles en Malaisie et en Indonésie, les rendements tournent autour de 5-6 tonnes à l'hectare. Au Cameroun, nous sommes autour de 2,5. En RCA, n'en parlons pas. Mais on notera aussi quand même que dans les pays comme en Malaisie et en Indonésie, les intrants, en termes d'engrais, ils sont autour de 200 kilos d'intrants d'engrais à l'hectare. Au Cameroun, c'est à peine si on va faire 10 ou bien 15. En RCA, si vous enlevez les sociétés agro-industrielles, je ne pense pas que la moyenne d'utilisation des engrais en RCA va dépasser 0 kg à l'hectare. Je parle des engrais, apport en engrais chimiques. Déjà qu'en RCA, nous n'avons même pas une seule boutique qui vend des produits agrochimiques. Il n'y en a pas. Si vous voulez, il faudra l'importer au Cameroun. Donc, rendement très faible.
Nous avons aussi les surfaces cultivables qui sont très petits. Généralement, c'est de l'ordre de 1 hectare. Rendement faible, les petites surfaces. Et, plus important aussi, les taux d'extraction qui sont médiocres au Cameroun en RCA. Allez dans la zone de la Lobaye en RCA ou bien dans le littoral, dans les villages. Regardez les conditions dans lesquelles on extrait l'huile de palme. Les régions d'huile de palme, vous mettez la main dedans, vous avez l'huile, la main pleine d'huile. Donc, l'extraction se fait encore de manière archaïque. Archaïque. Pourtant, c'est facile de produire des machines, des machines moins chères, adéquates pour pouvoir améliorer les taux d'extraction d'huile. Donc déjà ça nous bloque. Et il va falloir qu'on travaille pour pouvoir améliorer ces 3 facteurs pour pouvoir nous rapprocher de la moyenne mondiale. Alors, d'où vient donc notre potentiel? Pourquoi est-ce que le palmier à huile va devenir une machine à cash pour nous? Je dis tout à l'heure que la vaste majorité, sinon toutes les industries industrielles installées sur toute la côte, même pas qu'au Cameroun, bien en RCA, sont des industries étrangères. Aucun pays dans le monde n'est contre l'investissement étranger. Au contraire, tout le monde, tous les pays invitent des investissements étrangers. C'est une très bonne chose. Sauf que la différence entre un investissement étranger qui arrive dans notre pays et qui crée la richesse ou la pauvreté dépend des termes d'engagement que nos politiques mettent en place. Je vais vous donner par exemple l'exemple de ce ministre qui a signé un contrat à cette compagnie américaine où il a donné 73 000 tonnes, 73 000 hectares. Alors les termes disaient que pour chaque hectare non exploité, la compagnie devait déverser au gouvernement camerounais 250 francs CFA. 250 francs CFA par hectare non exploité et 500 francs CFA pour chaque hectare exploité. Où est la richesse? On va employer quelques Camerounais ici et là. Et puis, ben voilà. Où est la richesse? Tout le profit qui va être généré de cette activité, ben, elle va partir ailleurs. Il y a des mécanismes. Et les mécanismes, c'est la volonté politique. C'est la vision politique. On aurait dit à cette compagnie, par exemple, vous voulez 73 000 hectares, vous voulez exploiter 73 000 hectares au Cameroun, ben écoutez, on va diviser la poire en deux, on va vous allouer, disons, 40 000 hectares, hein, que vous allez vous-même produire, dont vous allez avoir vos propres champs. Et les 33 autres hectares doivent venir de la production des palmiers villageois que vous allez financer, suivre. Donc, les villageois vont produire à eux-mêmes, sont de 13 000. Ce sont entre 13 000, ce 33 000 hectares. Et ça, c'est la richesse. C'est la richesse qui reste au Cameroun. C'est la richesse qui potentiellement peut rester en RCA. Mais lorsque vous laissez la société s'installer et qu'elle fait elle-même les champs sur 73 000 hectares, mais toute la richesse s'en va. Toute la richesse s'en va. Donc il y a une question de vision politique pour pouvoir donc capturer les potentiels des investissements qui arrivent donc au
Cameroun et en RCA pour qu'une partie de ces investissements crée la richesse chez nous. Comme on dit dans la vie, dans les affaires, il faut se contenter de ce qu'on gagne. Ce que l'autre gagne, on peut se contenter, mais ce qu'elle gagne, c'est autre chose. Nous, on doit s'occuper de ce que nous gagnons. Et ceci passe donc par... Aujourd'hui, par exemple, l'huile de palme au Cameroun, puisqu'on n'en produit pas assez, on nous importe. Le kilo, le litre d'huile de palme à Douala, on tourne autour de quoi? 600, 700 francs CFA. Vous allez à Garoua, ça va tourner autour de 1000. Vous allez plus ça va donner autour de 1200. C'est très cher, vu le pouvoir d'achat au Cameroun. C'est très cher. Et apparemment, en RCA, 90% d'huile de palme utilisée aujourd'hui en RCA, c'est de l'huile de palme qui est importée. 90% est importé. C'est de là, chaque 100 francs que nous mettons pour acheter l'huile de palme, une partie considérable de cet argent va à l'extérieur. Comment on va se développer? On ne peut pas se développer. Il va falloir que nous capturons une partie de cette richesse qui s'en va. Et ce n'est pas pour nous qui ne sommes pas dans la, qui n'avons pas ou bien qui ne détenons pas la connaissance, c'est on doit supporter l'industrie. Les industries qui s'installent chez nous. Par exemple, en RCA, nous avons la société Palme d'Or, dont je parlais tout à l'heure, qui a sa concession, je disais tout à l'heure, autour de 25 000 hectares, et qui a une exploitation mise en place autour de 5 000 hectares. Cette société a acheté d'autres unités de raffinerie qui arriveront, disons, l'année prochaine. Mais il n'y a pas assez de matières premières pour qu'elles puissent se tourner, disons, 7 heures tous les jours, 5 jours par semaine. Il va falloir que nous, les Centrafricains, qu'on apporte notre contribution, pas seulement pas au profit de Palme d'Or, mais à notre profit. Il veut dire qu'on s'organise à produire nous aussi l'huile de palme pour la revendre, parce que ça fait partie de la politique de Palme d'Or, qui veut supporter aussi une prolifération du palmier, la production du palmier à d'or villageois. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai lancé, moi et mon épouse l'avons lancé une pépinière du palmier à huile en RCA, je pense que c'était en 2017, je ne connaissais même pas que Osaka existait. Moi, donc, fort de mon expertise et de la demande de l'huile du palmier à huile durable, je dis, ben, tiens, on va aller en RCA, on va commencer une pépinière, on va lancer un programme de développement du palmier villageois. On va produire dans les pépinières que nous allons, à travers la sous-traitance, avec des villages, les distribuer ces palmiers à huile. Eux, ils vont les mettre sur le sol, ils vont s'en occuper et à maturité, donc ils vont nous revendre la totalité des produits et que nous aussi nous en revendrons aussi à Palme d'Or, par exemple. Donc c'est la chaîne qui s'est mise en place. Voici donc l'idée en 2017 qui nous sont partis et nous en avons aujourd'hui quelques milliers de plantes prêtes à mettre au sol. Tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, un hectare fait dans l'arc, fait dans les normes, si vous mettez autour de 140, 150, ça peut vous rapporter à l'année autour de 2000, 2500 euros. Ça, c'est énorme par an. Et la culture, elle est toute l'année. Donc, comme c'est une culture pérenne, vous avez des récoltes pendant toute l'année. Imaginez-vous que quelqu'un qui est membre de la diaspora, par exemple, qui décide
de faire 1 hectare de palmier à huile chaque année. Nous sommes en 2020. La personne a, disons, 45 ans. Chaque année, elle fait 1 hectare. 1 hectare de palmier à huile, c'est ça. Si vous avez accès à la terre, vous êtes maximum autour de 1000 euros. 1200 euros. Alors, chaque année, donc, vous faites 1 hectare. En 2030, donc 10 ans, vous aurez 10 hectares. Ok? Et déjà, à partir de la 3e année, 4e année, vous commencez déjà à faire des récoltes. Donc, en 10 ans, vous aurez dépensé autour de quoi? Disons 11 000, 12 000 euros. En 10 ans, vous avez vos 10 hectares. Chaque hectare vous donne autour de 2 000 euros. Au pic, vous avez donc 22 000 euros chaque année. Au moment où vos forces, parce que là, vous êtes dans les... Vous avez déjà autour de 55 ans, 60 ans. Vous vous retrouvez en RCA avec un montant de près de 22 000 euros qui vous tombe à la main. C'est énorme. Très énorme. Vous allez dire comme on dit chez nous, mouf à votre pension qui vient de la France ou bien des pays où vous êtes. Parce que votre revenu en RCA est tellement énorme. Vous ne toucherez pas cette somme-là dans votre pension. Ah non, impossible. Et parallèlement aussi, pour un fonctionnaire qui se décide de lancer dans la production du palmier, vous n'allez peut-être pas faire 1 hectare. Vous pouvez commencer avec un quart d'hectare. Vous divisez l'hectare par 4. Vous mettez, disons, 50 palmiers à huile, plantes, chaque année dans le sol. Ce n'est pas grand-chose en termes de coût. Si en 10 ans, vous vous retrouvez avec 5 hectares à la retraite, vous dites merde à votre pension. Merde à votre pension. Et c'est ça, la richesse. Et nous sommes chanceux aujourd'hui, au Cameroun en RCA, que nous avons une industrie en place, au Cameroun qui est représentée par, comme je dis, les sociétés Socapalm et les autres. Et en RCA, nous avons la chance, je dis, et c'est la chance, que malgré les difficultés dont fait face le pays, que nous avons quelqu'un qui a la vision d'avoir mis en place en RCA une industrie de palmier à huile. En termes de marché, par exemple, vous voyez toutes ces zones-là en jaune, c'est un marché, un très grand marché du palmier à huile. Rien que le Zaïre fait 75 millions. Fait autour de 80 millions d'habitants. Le Zaïre produit moins d'huile de palme que le Cameroun. C'est un marché énorme pour nous. Le Zaïre, le Tchad, le Soudan, le Nigeria. Énorme. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand je disais que la demande potentielle au Cameroun pour l'huile de palme tourne autour de 2 millions. C'est déjà pour satisfaire déjà les demandes nationales et aussi exporter. Nous ne pourrons jamais produire assez d'huile de palme en RCA pour satisfaire la demande à RDC. Et en plus, nous avons la chance que nous avons un fleuve. Il suffit de mettre dans un bateau et pousser, ça va arriver en RDC. Voici le potentiel pour nous, membres de la diaspora, et aussi de nos frères qui sont sur place. Ça, c'est plus que l'or et le diamant. Donc, voici donc le potentiel
qui s'offre à nous. Et il suffit qu'on ait un peu de la vision. Ceux qui sont intéressés à s'y lancer, ben, vous avez au niveau du Cameroun, se rapprocher des compagnies agro qui sont déjà là. Au niveau de la RCA, ben, soit vous rapprochez de Palme d'Or, même vous rapprochez de moi par exemple. On pourra vous aiguiller sur les zones ou bien au niveau du ministère de l'agriculture en RCA ou de l'agriculture au Cameroun. Hein? Rapprochez-vous de ces institutions-là et voir comment est-ce que... et j'ai dit, quoique au Cameroun, la zone idéale est le littoral et le sud-ouest, vous avez le sud, le centre, l'est et le sud de la Damamor, qui sont des zones où on peut produire du palmier à huile. Certes, les rendements vont être moins, mais quand même, potentiellement, nous aurons un résultat qui est satisfaisant. Et c'est pareil en RCA, quoique ce n'est qu'aujourd'hui que dans la Lobaye, mais on peut le faire dans toute la zone de l'Ombelapoko, dans la zone de Bimbo, hein. On peut monter vers la Basse-Coteau et tout ça. Donc, il y a de l'espace, il y a de l'espace pour tout le monde. Il suffit juste que nous ayons de la vision. Et il faut, comme je le dis toujours, que la demande de la production de l'huile de palme va tripler, quadrupler. Et l'Afrique va être le continent qui devra apporter le maximum à la balance. Voici le potentiel. On ne peut pas vous donner plus de détails. J'aurais bien voulu passer toute la journée à vous en parler. Et le palmier à huile, je l'adore. Je l'adore déjà de par mon expertise. Ok? Donc, et on peut aussi parler un peu de qualité. Nous avons besoin ici d'améliorer la qualité. Vous voyez chez nous, au Cameroun en RCA, dans les plantations villageoises, lorsqu'on va cueillir le régime du palmier, on le laisse à la maison pour 2-3 jours. Dans ces noix-là, il y a ce qu'on appelle les lipases. Hein? Donc, c'est les enzymes qui vont commencer l'autodestruction, l'autodégradation du palmier, de l'huile de palme, avec une montée fulgurante de ce qu'on appelle les acides gras libres. En anglais, c'est FFF, free fatty acid. Alors, on prend donc ce régime qui est peut-être resté à la maison 3-4 jours pour pourrir un tout petit peu, entre parenthèses, pour faciliter ce qu'on appelle le travail d'extraction. Ça facilite certes le travail d'extraction, mais en termes de qualité, ça a un impact très négatif. Après, on prend cette huile, on va mettre dans un fût, on va mettre le feu ici, hein? Un feu qui va chauffer au quoi, 300-400 degrés. Alors, cette huile qui contient déjà assez de FAF, donc des acides gras libres, qui sont le produit de la dégradation, hein, en contact avec le métal, hein, un métal, et la chaleur, va encore s'auto-dégrader de manière considérable. On va passer à des taux d'acide gras libre à plus de 5%, voire même 10%. Et ça ne s'arrête pas là. On prend encore la même huile qu'on amène dans nos marchés. Vous allez voir au Cameroun ou bien en RCA, vous allez sur le marché, la vendeuse a l'huile, hein, sous 40 degrés, il fait chaud. Il y a le feu ici, tout en longueur de journée, dans un métal en fût, dans un fût en métal. Et là, cette huile-là, pour moi, elle n'est plus consommable. En termes de qualité, cette huile n'est plus consommable. Mais malheureusement, c'est cette huile-là qu'on vend sur les marchés. Mais vous savez, chez nous, tant qu'on n'a pas mangé et tombé à terre, pour cause de maladie, l'huile est encore bonne. Cette huile est de très mauvaise qualité. C'est plus une huile qui doit être utilisée dans l'alimentation directe. C'est beaucoup plus une huile industrielle. Parce qu'une fois là-bas, on va au moins la raffiner. Donc le processus de raffinage
va faire qu'on va réduire, hein, surtout d'acide gras libre. Donc, nous avons un travail à faire. Et moi, ce qui me fait aussi intéressant, c'est que aujourd'hui au Cameroun, nous importons de l'huile qui vient de la Thaïlande, ou bien de la Malaisie, ou bien de l'Indonésie. La tonne coûte dans ces pays-là $800. Ce qui m'intrigue, c'est que on va en Indonésie, on va en Thaïlande, on va en Malaisie acheter l'huile à $800. À l'autre bout du monde, on la transporte pour l'amener jusqu'au Cameroun pour la vendre à un coût plus moins cher. Ça m'intrigue sur la notion de la qualité. Est-ce que nous allons là-bas acheter des huiles de bonne qualité pour venir les vendre plus moins cher que l'huile produite au Cameroun? Je pense que tout le monde a la réponse à cette question. Voilà pourquoi il est important que nous consommons ce que nous produisons. Et chacun a un rôle à jouer dans ce processus. Et le rôle n'est pas que nutritionnel, le rôle est aussi financier et le rôle aussi pacifique. Dans un pays comme la RCA qui est déchiré par la famine, qui est la cause de tous les troubles dont le pays connaît aujourd'hui, nous avons besoin d'une bouffée d'air comme l'agriculture du premier huile pour nous aider à sortir de ce trou-là. Et pas vraiment au Cameroun. Nous importons pas que l'huile de palme au Cameroun, l'huile de colza, l'huile de tournesol, qui vient d'ailleurs. Au moment où le pays a besoin de ralentir son train de vie. Au moment où le taux du chômage des jeunes est élevé, nous avons ici une machine à sous. Et tout ça dépend de la vision politique. Tout ça dépend de la vision individuelle des gens. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Et ne plus voir le palmier à huile comme on l'a décrit dans les médias, mais voir le palmier à huile comme une arme de construction massive. Écoutez, c'était ce bout de temps que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que je vous ai un peu éclairé, donné une petite idée. Comme je dis, en 1h30, ce n'est pas suffisant. Nous aurons l'occasion de partager beaucoup plus dans le futur. N'hésitez pas à me contacter. D'ici là, portez-vous bien. Quand vous sortez, portez des masques. Et c'est essentiel. Le virus est toujours dehors. Prenez soin de vous. Respectez les mesures barrières pour votre santé et la santé des autres. Mais d'ici là, portez-vous bien jusqu'au prochain live que je pense sera sur la canne à sucre comme l'outil essentiel pour l'électrification en RCA, pour l'électrification au Cameroun. Mais d'ici là, ne manquez pas à me suivre. Je vous remercie. Si vous avez des questions, posez-les. J'aurai le temps de vous répondre plus tard. Mais d'ici là, portez-vous et je vous dis bye bye.